Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et j'élève des vaches Salers sur les quelques hectares du Clos des Chênes. Je n'aurais jamais imaginé que la blague la plus stupide de ma vie me donnerait une raison de réparer la barrière du fond, celle qui sépare ma terre de la sienne. Mais je ferais mieux de commencer par le début. Mon monde, c'est cette petite ferme en Auvergne, nichée dans les combrailles, où les matins sentent la terre humide et le foin. Ma journée commence avant le soleil. J'enfile mes bottes, le cuir froid contre ma peau, et le bruit de mes pas sur le gravier est le seul son avec le chant lointain d'un coq. La porte de l'étable grince toujours de la même manière. Je prends la fourche, son manche en bois poli par des années d'utilisation, et je commence à distribuer le foin. L'odeur est forte, presque sucrée. Mes gestes sont automatiques, un rituel que je connais par cœur qui ne demande pas de réfléchir. Les vaches me regardent avec leurs grands yeux calmes, leur souffle créant des nuages de buée dans l'air frais. Je passe ma main sur le flanc de l'une d'elles, la plus vieille, sentant la chaleur de son corps sous mes doigts. Le silence n'est brisé que par le bruit de leur mastication. C'est un travail simple, honnête. Il n'y a pas de place pour le mensonge avec la terre ou les bêtes. Je finis ma tournée, vérifiant les abreuvoirs, et je referme la lourde porte en bois derrière moi. De ma cuisine, en buvant mon café noir dans une tasse ébréchée, je vois le domaine de la belle rivière. La grande bâtisse sur la colline d'en face, vide depuis des années. Mon père voulait une ferme comme ça. Je serre la tasse un peu plus fort, l'émail usé et rugueux sous mon pouce. Il a tout perdu en voulant voir trop grand. Je secoue la tête pour chasser l'idée et je rince ma tasse dans l'évier. L'eau est glaciale. La mienne est petite, mais elle est à moi. Ce matin-là, je devais aller à la coopérative agricole du village. Le tracteur faisait un bruit bizarre, il me fallait une pièce. J'ai essuyé mes mains pleines de graisse sur un chiffon et j'ai sauté dans ma vieille camionnette. La route serpente entre les champs verts. L'air qui entrait par la fenêtre sentait le fumier et les fleurs sauvages. À la coop, l'ambiance était la même que d'habitude. Des hommes en bleu de travail qui parlent fort, l'odeur de grains et de gasoil qui prend à la gorge. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle détonnait complètement. Un trench coat beige, des bottes de marque déjà couvertes de boue séchée et un téléphone collé à l'oreille. Elle arpentait le rayon des semences, faisant des allers-retours sur le sol en béton. Ses ongles avaient un reste de vernis rouge, écaillé. Elle avait l'air d'un oiseau tombé du nid, à la fois agressive et complètement perdue. J'ai attrapé un sac de compléments alimentaires, faisant semblant de lire l'étiquette. Elle parlait vite, d'une voix nette qui tranchait avec l'accent traînant des autres clients. Des mots comme rentabilité, optimisation, échéance. Je l'ai vue passer une main dans ses cheveux, un geste sec, impatient. Elle tapait du pied, le talon de sa botte chic résonnant dans le grand hangar. Je me suis détourné pour prendre un seau, juste pour avoir quelque chose dans les mains, pour ne pas avoir l'air de la fixer. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attendre. Puis, elle a raccroché d'un coup sec. Elle s'est tournée vers le gérant, et sa voix a porté dans tout le magasin. « C'est le 3e régisseur qui se décommande. Personne ne veut travailler dur aujourd'hui ?» Ces mots m'ont fait froncer les sourcils. J'ai posé mon seau par terre. Le plastique a fait un bruit sourd. Facile à dire, pour quelqu'un qui ne s'est probablement jamais sali les mains. L'injustice de sa remarque m'a piqué au vif, moi qui ne faisais que ça. Et c'est sorti tout seul, sans que je réfléchisse. J'ai lâché le sac que j'avais sur l'épaule, il est tombé à mes pieds avec un bruit mat. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'un ton un peu trop fort, « Épouse un fermier, alors ?» Un silence est tombé, quelques têtes se sont tournées vers nous. J'ai senti mes joues chauffer. Quelle idée stupide! J'ai commencé à me baisser pour ramasser mon sac, voulant juste disparaître sous le sol. Mais elle n'a pas eu l'air offensée. Elle m'a dévisagé une seconde, les yeux plissés, comme si elle me jaugeait. Puis ses lèvres se sont étirées en un sourire, et elle a ri. Pas un petit rire poli, un vrai rire, franc, qui est venu du fond de sa gorge. Un son clair et inattendu au milieu des sacs de grains. Je suis resté figé, la main à mi-chemin du sol, surpris par ce son. C'était la première fois que je voyais son visage se détendre. Elle a secoué la tête, toujours avec ce sourire au coin des lèvres. Elle m'a jeté un dernier regard, un regard que je n'ai pas su déchiffrer, puis elle a tourné les talons et est sortie de la coopérative. Je l'ai regardée s'éloigner, son trench coat flottant derrière elle. Je suis resté là un long moment, le dos courbé, avant de finalement ramasser mon sac. L'odeur de la poussière et du grain m'a semblé plus forte tout à coup. Elle était partie sans un mot de plus. Je suis resté planté au milieu de l'allée, le sac lourd dans mes bras. Hélène, la nouvelle propriétaire du domaine de la Belle Rivière, venait de rire à ma blague. Et moi, Léo, je ne savais pas encore que ce rire, entendu ce matin-là à la coopérative, allait absolument tout changer. Je ne savais pas encore que ma proposition stupide n'allait pas rester sans réponse. Si cette histoire commence à vous parler, si vous reconnaissez ce genre de silence qui pèse plus lourd que les mots,
Alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air si le cœur vous en dit. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que c'est le lendemain matin que tout a vraiment commencé, bien loin de la coopérative et de ma blague idiote. Le soleil venait à peine de se lever. J'étais en train de retendre le fil de fer barbelé de la clôture près de l'entrée quand j'ai entendu le bruit d'un moteur sur mon chemin de terre. J'ai arrêté mon geste, la pince encore serrée dans ma main. Une voiture que je ne connaissais pas, trop propre pour le coin, s'est avancée lentement. Je me suis redressé, essuyant la sueur de mon front avec le dos de mon gant en cuir. Hélène en est sortie. Elle ne portait plus son trench coat, mais un jean et un pull qui semblaient neufs. Elle a fait le tour du véhicule et a sorti une valise du coffre. Le bruit des roulettes sur les graviers était absurde dans le calme du matin. Elle l'a tiré jusqu'à moi et s'est arrêtée à quelques mètres, l'air aussi déterminé que la veille. Je suis resté immobile, ma pince à la main, sans comprendre. Elle a planté ses yeux dans les miens. Sa voix était calme, sans la moindre trace d'ironie. « Votre offre tient-elle toujours ?» J'ai froncé les sourcils, mon regard allant de son visage à la valise, puis de nouveau à son visage. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai passé ma main libre sur ma nuque, sentant la peau rêche. L'offre ? Quelle offre ? J'avais juste dit une bêtise. Elle a dû voir mon incompréhension. Elle a poussé un petit soupir, un nuage de buée s'est échappé de ses lèvres. La maison principale du domaine est en plein travaux. Inhabitable. Je vous paierai un loyer, bien sûr. C'est juste pour quelques semaines. J'ai lâché ma pince qui est tombée par terre avec un bruit métallique. Alors c'était ça. Elle avait pris ma blague pour une annonce de location. Je l'ai conduite à l'intérieur sans un mot. J'ai poussé du pied une paire de bottes boueuses pour lui faire de la place. L'odeur de café froid et de bois de la veille flottait dans l'air. Elle a posé sa valise sur le carrelage usé, le clic du loquet a résonné dans la petite pièce. J'ai pris la chaise de la cuisine, encombrée par des factures et un vieux catalogue de matériel agricole, et je l'ai vidé sur la table. Les premiers jours furent étranges, un choc silencieux entre deux univers. Le matin, le cliquetis de son clavier d'ordinateur portable se mêlait au chant du coq pendant que je déjeunais. Ses flacons de crème hors de prix se sont alignés à côté de mon savon de Marseille, près de l'évier. Je la voyais parfois par la fenêtre, au téléphone, arpentant l'herbe comme un lion en cage. Un matin, le soleil tapait fort et je l'ai vue sortir pour inspecter les limites de sa propriété, plissant les yeux. Sans réfléchir, j'ai décroché mon vieux chapeau de paille du clou près de la porte et je le lui ai tendu en passant. Elle a eu un mouvement de recul, surprise, puis l'a pris. Elle l'a mis sur sa tête. Il était bien trop grand pour elle, mais elle l'a gardé. Nous avons commencé à dîner ensemble sur le porche. Les conversations portaient sur le temps, la sécheresse qui s'annonçait, une de mes vaches qui allait bientôt véler. Je remarquai qu'elle ne parlait plus de rentabilité. Elle posait des questions. Comment savoir si la terre a soif ? Quel était le nom de cet oiseau ? Elle avait une façon de tapoter sa fourchette contre son assiette quand elle était perdue dans ses pensées. Un soir, je réparais un licol sous la lumière de l'ampoule du porche. Elle était au téléphone, un peu plus loin dans la cour, sa silhouette découpée dans le crépuscule. Sa voix était plus dure que d'habitude. J'ai entendu une bribe de phrase « Non, je ne reviens pas. C'est chez moi maintenant. » J'ai arrêté de tirer sur le lacet de cuir, mon poinçon suspendu en l'air. Elle a raccroché et est revenue s'asseoir sur les marches, en silence. Elle a arraché une petite écharde du bois de la rampe, avec son ongle au vernis écaillé. C'était mon ex-mari, a-t-elle dit dans un souffle, sans me regarder. C'était la première chose de vraiment personnel qu'elle me confiait. J'ai hoché la tête une seule fois et j'ai repris mon travail, le bruit du cuir que je perçais remplissant le silence. Une routine s'est installée. Je me levais avant l'aube. En rentrant de l'étable, l'odeur du café frais m'accueillait. Elle était déjà là, devant la fenêtre de la cuisine, une tasse entre les mains, à regarder sa propre ferme sur la colline d'en face. Je me servais une tasse sans rien dire, et nous buvions notre café en regardant le jour se lever. Elle passait de plus en plus de temps dehors, toujours avec mon chapeau de paille sur la tête. Je la voyais marcher le long de la clôture qui séparait nos deux terres. Elle ne se contentait plus de regarder. Je l'ai vue se baisser, prendre une motte de terre dans sa main, et l'émietter entre ses doigts, le regard concentré. Ses belles bottes étaient maintenant couvertes d'une couche de boue séchée permanente. Un après-midi, une génisse avait du mal à mettre bas. J'étais dans la pénombre de l'étable, concentré, la sueur coulant dans mon dos. L'air était lourd, rempli de l'odeur de la paille et de l'effort. Je n'ai pas entendu Hélène entrer. Je l'ai seulement sentie à côté de moi quand elle m'a tendu un chiffon propre. Son visage était un peu pâle, à la lumière faible, mais ses mains ne tremblaient pas. Nous avons travaillé ensemble pendant près d'1 heure. Pas un mot échangé, juste le souffle rauque de la vache et le son de ma voix, basse, pour la calmer. Quand le veau est enfin né, sain et sauf, je me suis relevé, le dos en compote. Je me suis tourné et elle était là, juste derrière moi.
Une trace de terre barrait sa joue. Elle n'a pas reculé. Je sentais la chaleur qui émanait d'elle. Cela faisait 1 mois qu'elle dormait dans ma chambre d'amis. Nos journées avaient trouvé leur rythme, réglé par le soleil et le vieux chapeau de paille qui attendait près de la porte. Mais cet après-midi-là, dans l'étable, si près que je pouvais voir les éclats dorés dans le fond de ses yeux fatigués, quelque chose a basculé, et le silence entre nous n'était soudain plus seulement celui du travail. Après ce jour dans l'étable, j'ai nettoyé la même fourche 3 fois. Mes mains n'arrivaient pas à rester immobiles. Hélène n'a rien dit du veau, ni de ce moment entre nous. Elle a juste préparé le café et s'est assise à la table, silencieuse. Le bruit de sa cuillère tournant dans sa tasse était le seul son. J'ai fini par poser la fourche, et je suis sorti pour vérifier une clôture qui n'avait pas besoin d'être vérifiée, juste pour sentir l'air frais sur mon visage. Quand je suis revenu, elle était sur le porche, mon vieux chapeau de paille posé à côté d'elle. La clôture qui sépare nos 2 terres est en mauvais état par endroits, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je pourrais acheter le matériel, si vous m'apprenez à la réparer. Sa voix était neutre, pratique. J'ai hoché la tête, attrapant une pomme sur la table pour occuper mes mains. Le fruit était dur et froid sous mes doigts. Je l'ai tourné et retourné sans y mordre. Les jours suivants, nous avons travaillé ensemble sous le soleil de juin. Le son de mon marteau contre les piquets de bois rythmait nos journées. Elle tenait le fil de fer barbelé avec des gants trop grands pour elle, le visage concentré, une mèche de cheveux collée à sa tempe. Je lui montrais comment tendre le fil, mes mains guidant les siennes sur la pince. Le cuir de ses gants était chaud et usé sous mes doigts, presque comme une seconde peau. Parfois, nos épaules se frôlaient quand on se passait un outil. Aucun de nous ne s'excusait ou ne reculait. On continuait juste le travail. Mais après, je sentais le contact de son pull sur ma peau pendant plusieurs minutes. Je me surprenais à planter un clou de travers et je devais l'arracher avec la tenaille, jurant à voix basse. Elle faisait semblant de ne pas remarquer, mordillant sa lèvre inférieure tout en regardant l'horizon. Un après-midi, en enroulant un vieux rouleau de barbelé, elle a parlé. Sa voix était basse, presque couverte par le vent dans les chênes. Il voulait toujours plus grand, plus moderne. Il disait que la tradition, c'était juste un autre mot pour la faillite. Elle ne l'a pas nommé, mais je savais qu'elle parlait de son ex-mari. J'ai continué à tirer sur le fil de fer, le métal rouillé laissant une poussière orange sur mes gants. Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste continué à travailler, en faisant plus de bruit que nécessaire avec mes outils. Je lui ai montré le nœud spécial qu'on utilise pour attacher le fil au poteau, un geste que mon père m'avait appris. Je me suis concentré sur ses mains qui essayaient d'imiter les miennes, ses doigts hésitants. C'était la seule réponse que je pouvais lui donner. Une chose simple et solide. Quelques jours plus tard, nous vérifions le nouveau-né qui tétait sa mère avec vigueur. Hélène s'est accroupie à côté de moi, l'odeur de la paille et du lait tiède nous enveloppant. « Je peux monter un plan de financement sur 10 ans, a-t-elle murmuré. Mais je ne sais même pas reconnaître un veau malade. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai pris sa main et l'ai posée sur le flanc du petit, lui faisant sentir la chaleur. « Sentez ça, j'ai dit. C'est régulier. Et regardez ses yeux, ils sont vifs. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant. » Bon, elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Elle est restée là, sa paume contre la fourrure douce du veau, son pouce le caressant doucement. Je me suis relevé pour leur donner de l'eau fraîche, le seau en métal cognant contre mes genoux. Le bruit m'a semblé étrangement fort dans l'étable silencieuse. Le chapeau de paille était devenu le sien. Je ne le voyais plus sur son clou près de la porte. Un soir, je l'ai trouvé sur le porche, une aiguille à la main, en train de recoudre un bord qui s'effilochait. Le geste était maladroit, mais appliqué. Elle ne m'a pas entendu approcher. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, ma tasse de café refroidissant entre mes mains, à la regarder prendre soin de cette vieille chose abîmée. Nos soirées suivaient un nouveau rituel. Après le dîner, nous nous asseyions sur les marches du porche. Parfois on parlait, parfois non. Le grincement de la vieille balançoire et le chant des grillons remplissaient l'espace. Elle me posait des questions sur les étoiles, sur les noms des constellations que ma grand-mère m'avait apprises. Je lui montrais la grande ourse avec mon doigt, et elle suivait la ligne imaginaire, la tête penchée en arrière, le chapeau posé sur ses genoux. L'été s'est installé, lourd et orageux. Un après-midi, le ciel est devenu couleur d'ardoise, un vent chaud s'est levé. « Il faut rentrer les outils !» j'ai crié. On s'est dépêché dans la cour. En attrapant une pelle en même temps, nos mains se sont touchées. Nos doigts se sont emmêlés une seconde juste avant que le premier éclair ne zèbre le ciel au loin. On a tout lâché et on a couru vers la maison. Elle a sursauté au premier coup de tonnerre, un son grave qui a fait vibrer les vitres. On a tout juste eu le temps de fermer la porte avant que le déluge ne s'abatte. La pluie martelait le toit. Puis, avec un grésillement, la lumière a vacillé et s'est éteinte. Nous étions plongés dans le noir avec seulement le bruit de l'orage. J'ai entendu sa respiration,
rapide, juste à côté de moi. J'ai cherché sa main dans le noir et je l'ai trouvée. J'ai trouvé la vieille lampe à pétrole à tâtons. L'allumette a crépité et une lueur dorée a rempli la pièce, projetant nos ombres sur les murs. Le visage d'Hélène était pâle, ses yeux agrandis. Elle s'est assise à la table, enroulant ses bras autour d'elle. À Paris, un orage, c'est juste du bruit. Ici. Elle a laissé sa phrase en suspens, en regardant la pluie dévaler la fenêtre comme des larmes. « Mon ancienne vie était un costume !» a-t-elle dit soudain, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Réunion, bilan, cocktail. J'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'efficace. » Elle a tracé un cercle invisible sur la table en bois avec son doigt. Mais le costume était trop petit. Ou peut-être trop grand, je ne sais plus. J'ai ajusté la mèche de la lampe, le petit rouage en métal froid sous mon pouce, juste pour faire un geste. Elle a relevé la tête, son regard fixé sur la flamme. Quand on a divorcé, ce n'était pas juste un mariage, c'était une entreprise. J'ai tout perdu. L'appartement, les investissements, la personne que je croyais être. Ses mains tremblaient légèrement, faisant teinter son verre d'eau contre la table. J'ai vu une larme rouler sur sa joue, éclairée par la lampe. Elle ne l'a pas essuyée. Je me suis levé, j'ai ouvert le buffet, et j'ai sorti le reste du fromage de chèvre et un morceau de pain. J'ai posé l'assiette entre nous, sans un mot. C'était une chose stupide, une chose terre à terre, mais c'était la seule chose que je savais faire. Elle a regardé l'assiette, puis m'a regardé. Elle a esquissé un petit sourire à peine visible et a pris un morceau de pain. On a mangé en silence pendant que l'orage passait. L'été a avancé, les foins étaient ineffets. Cela faisait presque 3 mois qu'elle était là. Un matin, le téléphone a sonné. C'était l'entrepreneur. Je l'ai entendu de la grange où je réparais une mangeoire. « Oui, je vois. C'est terminé, alors, merci. » La voix d'Hélène était plate. Elle n'a pas raccroché tout de suite. J'ai entendu le combiné se reposer très lentement sur son socle, le clic final résonnant dans le silence. Elle n'a rien dit de l'appel. La journée s'est passée comme toutes les autres. On a vérifié les abreuvoirs, on a rentré une vache qui boitait. Mais quelque chose flottait dans l'air, une question non posée. Le soir, sur le porche, elle a gardé mon chapeau de paille sur sa tête, même si le soleil était couché depuis longtemps. Elle tirait sur un fil de paille effiloché, encore et encore, sans jamais le casser. Finalement, elle a tourné la tête vers moi. Le chant des grillons semblait s'être arrêté. « Les travaux sont finis, Léo. La maison est prête. » Ces mots étaient simples, mais ils pesaient une tonne. Elle aurait pu partir le lendemain. Elle aurait dû. Mais elle est restée là, à me regarder. J'ai soutenu son regard plus longtemps que d'habitude. Assez longtemps pour voir la peur dans ses yeux. La même qui devait se trouver dans les miens. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement. Puis je me suis levé, le bois du porche a craqué sous mon poids. Je vais vérifier la barrière du fond, j'ai dit, ma voix sonnant rauque. C'était un prétexte stupide, la barrière était solide, mais je devais bouger. Je ne savais pas encore que pendant que je marchais dans la nuit, une voiture de luxe s'engageait déjà sur la route qui menait au domaine. Son passé arrivait. Je n'ai pas atteint la barrière. Le bruit d'un moteur, bas et puissant, a fendu l'air du soir. J'ai arrêté ma marche, me retournant juste à temps pour voir une voiture noire, trop brillante pour nos chemins de terre, s'engager dans l'allée du domaine. Mes mains se sont crispées le long de mon corps. Je suis resté là, dans l'ombre des chênes, à regarder la portière s'ouvrir. Un homme en est sorti. Il portait un costume sombre et des chaussures qui brillaient même dans la pénombre. Il s'est avancé vers le porche, où Hélène était restée figée, sa silhouette découpée par la lumière de la maison. Je l'ai vue lui prendre les mains, elle ne les a pas retirées. De là où j'étais, je ne pouvais pas entendre leurs mots, seulement le murmure de leur voix. J'ai fait demi-tour, mes bottes s'enfonçant dans la terre meuble, et je suis rentré dans ma grange sans allumer la lumière. Le lendemain matin, sa chambre était vide. Le lit était fait, la couverture tirée au carré. Sur la table de la cuisine, à côté de sa tasse de café vide, reposait mon vieux chapeau de paille. Elle l'avait laissé. Je l'ai pris dans mes mains. Le bord était encore un peu effiloché, là où elle n'avait pas fini de le recoudre. J'ai passé mon pouce sur les points maladroits qu'elle avait faits, un par un. Le silence de la maison était lourd, anormal. Pendant 1 semaine, je me suis noyé dans le travail. Je me levais 1 heure plus tôt, je me couchais 1 heure plus tard. J'ai curé les box 2 fois par jour. J'ai graissé chaque charnière de chaque porte. J'ai empilé le bois pour l'hiver, même si on était en plein été. Chaque soir, je rentrais couvert de sueur et de poussière, les muscles endoloris, juste pour ne pas avoir la force de penser. Je mangeais debout, dans la cuisine, le regard fixé sur le mur. De temps en temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je levais les yeux vers la colline. La grande maison était toujours allumée, plus brillante que jamais. Je voyais la voiture noire garée devant. Un soir, en rentrant les vaches, je les ai vues sur leur terrasse.
Il buvait du vin. Il a posé sa main dans le bas de son dos. J'ai tiré sur la corde du licol un peu trop fort, et la vache a protesté d'un meuglement plaintif. Je me suis excusé auprès d'elle à voix basse. Le chapeau est resté sur la table de la cuisine. Il était devenu une sorte de point fixe dans ma journée. Le matin, je le contournais pour prendre ma tasse. Le soir, je le retrouvais là, immobile sous la lumière de l'ampoule. Il sentait encore un peu son parfum, un mélange de quelque chose de floral et de l'odeur de la terre. J'ai pris une bouteille de whisky que mon père avait laissée, et je me suis servi un verre, puis un autre. Un après-midi, la voiture noire est partie. Je l'ai regardée descendre le chemin, soulevant un nuage de poussière, jusqu'à disparaître sur la route principale. J'ai attendu, le cœur battant dans ma poitrine, m'essuyant les mains moites sur mon jean. J'ai attendu qu'elle descende la colline, qu'elle traverse le champ, qu'elle revienne. Mais la porte de la grande maison est restée fermée. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. J'ai trouvé la force de monter sur la colline le lendemain. Pas jusqu'à sa porte, juste jusqu'à la clôture que nous avions réparée. L'herbe était haute de son côté, déjà un peu jaunie par le soleil. Le travail l'attendait. Tout ce qu'elle avait commencé à apprendre. J'ai sorti de ma poche une petite ferrure rouillée que j'avais trouvée dans la grange et je l'ai accrochée à un piquet de la clôture, du côté de sa terre. Un porte-bonheur stupide. Cette nuit-là, un orage a éclaté. Un de ces orages d'été violents et soudains. La pluie frappait les vitres avec force. Je suis sorti sur le porche, le vent fouettant mon visage. J'ai regardé vers sa maison, à peine visible à travers le rideau de pluie. Une seule lumière était allumée, celle de la chambre. Je me suis demandé si elle avait peur, seule là-haut, avec le tonnerre qui faisait trembler la terre. L'orage s'est passé aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un air propre et froid. La lune est apparue entre les nuages. J'étais sur le point de rentrer quand j'ai vu sa porte s'ouvrir. Une silhouette est sortie sur la terrasse. C'était elle. Elle est restée là, les bras enroulés autour d'elle, à regarder dans ma direction. Je ne bougeais pas, retenant ma respiration. Elle ne pouvait pas me voir, mais je savais qu'elle regardait ma petite ferme perdue dans la nuit. Je suis resté immobile, les mains enfoncées dans mes poches, le tissu de mon jean humide et froid. Elle n'a pas bougé non plus. Une silhouette fragile sur le porche de cette grande maison silencieuse. L'air sentait la terre mouillée et l'ozone, l'odeur propre qui suit un orage. J'ai retiré mes mains de mes poches, les ai essuyées sur mon pantalon, et j'ai commencé à marcher. Le bruit de mes bottes s'enfonçant dans le sol détrempé était le seul son dans la nuit. La distance entre nos deux fermes ne m'avait jamais paru aussi grande. Chaque pas était lourd. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je ne pouvais pas rester sur mon porche à la regarder de loin. En traversant le champ, une branche basse, alourdie par la pluie, m'a fouetté le visage. J'ai essuyé l'eau de ma joue avec le dos de ma main, et j'ai continué à avancer vers la lumière solitaire de sa maison. Je me suis arrêté à la clôture que nous avions réparée. Les piquets de bois étaient sombres et luisants sous la lune. Elle a dû m'entendre arriver, car elle a lentement descendu les marches du porche. Elle s'est approchée, s'arrêtant de l'autre côté du fil de fer barbelé. Ses bras étaient toujours enroulés autour d'elle, comme pour se protéger du froid ou de quelque chose d'autre. Elle a frissonné, bien que la nuit ne soit pas froide. Le vent a cassé une branche sur le vieux chêne. J'ai dit, ma voix sonnant étrangement rauque. C'était une chose stupide à dire. Elle a hoché la tête, son regard se posant sur le sol boueux à ses pieds. « Il est parti !» a-t-elle murmuré, les mots à peine audibles. « Il voulait que je vende, que je retourne à Paris. Il dit que je joue à la fermière. » Elle a donné un petit coup de pied dans une pierre. Le bruit était sec et dérisoire. Elle a enfin levé les yeux vers moi, et j'ai vu toute la fatigue du monde dedans. « Tu ne devrais pas être ici, Léo. Ce n'est pas ta lutte. Tu as ta propre ferme, tes propres problèmes. Tu es trop jeune pour te retrouver coincé dans le désastre de quelqu'un d'autre. » Elle a fait un pas en arrière, comme pour mettre plus de distance entre nous, le fil de fer barbelé devenant une frontière bien réelle. « Tu n'as pas signé pour ça, » a-t-elle ajouté, sa voix se brisant un peu. « Tu m'as juste offert un lit pour quelques semaines, pas une vie de dette et une terre qui ne veut plus rien donner. » Elle a fait un geste vague vers les champs sombres qui s'étendaient derrière elle. « Je ne sais même pas par où commencer. Je vais tout perdre, comme mon père avant moi. » Son corps entier semblait s'affaisser sous le poids de ses mots. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé ma main sur le piquet de clôture le plus proche. Le bois était rugueux et humide sous ma paume. « On a réparé ça ensemble, » j'ai dit simplement en tapotant le piquet. Ce n'était pas juste ta clôture ou la mienne, c'était juste la clôture. J'ai gardé ma main là, sentant le bois solide, une chose que nous avions faite de nos propres mains, une chose qui tenait bon. J'ai fait un pas en avant, mes bottes s'enfonçant juste à côté du fil. Cette terre, c'est tout ce que j'ai. Si tu restes, c'est aussi à toi, le bon comme le mauvais.
Je ne savais pas d'où ces mots venaient, mais ils étaient des vrais. Je les regardais, essayant de lui faire comprendre que je ne voyais pas un désastre, je voyais juste du travail à faire, et je ne voulais plus le faire seul. Elle a secoué la tête. Une larme a roulé lentement sur sa joue. « Mais comment ? Regarde-nous ! C'est impossible. Il n'y a pas de solution simple, Léo. Qu'est-ce que je suis supposé faire de tout ça ?» Sa voix était un murmure désespéré, perdu dans la nuit. Elle a regardé le sol, puis les champs, puis le ciel, comme si la réponse pouvait tomber de n'importe où. Je me suis penché un peu par-dessus la clôture. L'odeur de la pluie sur ses cheveux m'a atteint. Ma voix était à peine plus forte que la sienne. Épouse un fermier, alors. Le silence est tombé, lourd et complet. Ce n'était plus une blague lancée dans une coopérative. C'était la seule réponse que j'avais. Une réponse simple et terrifiante. C'était tout ce que je pouvais lui offrir. Moi et le travail. Elle a eu un hoquet, un son étranglé qui était à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Elle n'a pas répondu. Au lieu de ça, elle a tendu la main et a touché la petite ferrure rouillée que j'avais accrochée au piquet. Ses doigts ont suivi la courbe du métal, lentement, comme si elle lisait une histoire écrite en braille. Elle est restée comme ça un long moment, la tête baissée, sa main sur mon porte-bonheur stupide. Finalement, elle a relevé la tête. Ses yeux étaient brillants, mais elle ne pleurait plus. Elle a hoché la tête une seule fois. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais c'était assez. « Un jour à la fois, Léo », a-t-elle dit, sa voix enfin stable. « Juste un jour à la fois. » J'ai hoché la tête à mon tour, un poids énorme semblant se soulever de mes épaules. Le vent a fait bruisser les feuilles des chênes, comme si la terre elle-même soupirait de soulagement. Le lendemain matin, quand je suis entré dans la cuisine, le chapeau de paille n'était plus sur la table. Mon cœur a raté un battement. J'ai regardé par la fenêtre, et je l'ai vue. Elle était loin, déjà de l'autre côté de la clôture, marchant dans ses propres champs. Le soleil levant dorait l'herbe, et sur sa tête, bien droit, se trouvait mon vieux chapeau de paille. Elle ne regardait pas en arrière, elle avançait. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faites de mots, mais de gestes. Ses mains à côté des miennes pour changer l'huile du tracteur, ma voix expliquant le calendrier des semences, son doigt suivant les lignes sur une vieille carte étalée sur la table de la cuisine. Nous n'avons plus jamais parlé de mariage ou de promesses. Notre engagement se mesurait en hectares labourés et en clôtures vérifiées, sous le soleil implacable de la fin de l'été. 6 mois ont passé. L'automne a peint les collines en ocre et en rouille. Désormais, je me réveille dans la grande maison. Chaque matin, c'est Hélène qui met le café à chauffer pendant que j'enfile mes bottes sur le perron. Elle me tend ma tasse, sans un mot. On boit les premières gorgées en regardant le brouillard se lever sur nos 2 vallées, qui n'en font plus qu'une. Ses mains, qui tiennent la tasse, sont maintenant aussi calleuses que les miennes. On commence la journée par mes Saller, au Clos des Chênes. Hélène connaît leur nom maintenant. Elle ouvre la barrière pendant que je manœuvre le tracteur pour amener le foin. Il n'y a plus besoin de se parler pour savoir ce que l'autre va faire. Je la vois vérifier l'abreuvoir, passant une main sur le flanc d'une génisse, le même geste que je faisais seul. Je coupe le moteur, et le silence de nos gestes familiers nous enveloppe. Un silence qui n'a rien de pesant. L'après-midi, on passe à la belle rivière. C'est son domaine. Elle a appris à conduire le petit tracteur, même si elle cale encore parfois dans les montées. Je la regarde se battre avec l'embrayage, le visage concentré, une mèche de cheveux collée sur son front. Je ne dis rien, je la laisse faire. Je m'occupe de graisser une chaîne à proximité, le bruit métallique régulier couvrant le son du moteur qui hoquette. Elle finit par y arriver seule, et je la vois sourire. Parfois, en la regardant ainsi, je revois la femme au trench-coat beige de la coopérative, tapant du pied avec impatience. La vision est si lointaine qu'elle semble appartenir à une autre vie. Aujourd'hui, elle porte un vieux pull à moi, taché de terre, et ses bottes de marque sont irrécupérables. Je reprends ma lime, attaquant une dent de la faucheuse. Ce souvenir me fait secouer la tête, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres, sans que je m'en rende compte. Nos soirées se passent dans la grande cuisine qui sent le bois et la soupe de légumes. On étale les cartes de nos parcelles sur la table en chaîne, on planifie les rotations des cultures pour le printemps. Elle pointe un champ du doigt, me posant une question sur le drainage. Je réponds en dessinant un schéma sur un coin de nappe en papier. Il n'y a pas de grand discours, juste le travail de la terre qui continue, même après le coucher du soleil. Mon vieux chapeau de paille a trouvé sa place. Il est accroché à un clou juste à l'entrée de la maison, à côté du grand miroir au cadre doré. Il a l'air un peu ridicule là, si usé et simple. Chaque fois que je passe devant, je le redresse machinalement, ou j'enlève un brin de paille qui y est resté accroché. C'est la première chose que je vois en rentrant et la dernière en partant. Il est juste là, comme une évidence. Il y a des jours difficiles. La semaine dernière, une canalisation a gelé et a éclaté.
Pendant qu'on épongeait l'eau glacée dans la boue, je l'ai vue s'arrêter, le dos voûté, le visage défait. Elle a murmuré « On n'y arrivera jamais ». Je n'ai rien dit, j'ai juste pris son seau vide, je suis allé le remplir de sable et je le lui ai tendu. Elle a regardé le seau, puis moi, et a repris le travail sans un mot de plus. Ce soir, on est assis, sur les marches du perron, une couverture sur nos genoux. On ne parle pas. On regarde les étoiles apparaître au-dessus des crêtes sombres des Combrailles. L'air est froid et sent la promesse de l'hiver. Elle pose sa tête sur mon épaule, un geste simple et lourd de tout ce qu'on a traversé. Devant nous, la terre se repose. Et nous avec elle, en attendant la prochaine saison, juste un jour à la fois.